Ô vigueur impétueuse, les plaisantes croissances de notre terre sont tirées de leurs racines. Notre terre elle-même tremble et vibre, et même nos montagnes. Rig-Veda 5, 62. Quand les chevaux sont attelés par le souffle de vie, ils sont bien attelés. Rig-Veda 5, 31, 10. Chapitre 13. La nouvelle puissance de propulsion. L'opération évolutive est en cours, et qui peut dire où elle s'arrêtera? Je peux dire seulement le point où j'en suis. Je sais seulement l'outil, le moyen, la puissance de propulsion. Et que pouvait savoir le premier animal terrien de ce mélange d'oxygène, d'azote et d'argon, ni de son pouvoir de propulsion et de transformation qui allait conduire à cet animal cérébelleux? Il est vrai que cet amphibie doté de sacs pulmonaires allait rencontrer en route des accidents de terrain et des obstacles qui l'obligeront à modifier sa structure. Comme quoi les obstacles et les difficultés sont toujours les meilleurs moyens évolutifs. Et si l'on se trouve devant une impossibilité, la nature se rit et ouvre une nouvelle porte là où le spécimen en formation ne s'y attendait pas. Nous oublions que nous sommes perpétuellement en formation. Notre technologie nous a fait croire que nous avions seulement des outils technologiques. C'est notre obstacle. Et nous avons oublié que nous sommes seulement une certaine patte évolutive dans un creuset inscrutable. Il se pourrait bien que d'autres accidents de terrain nous précipitent là où nous ne l'avions jamais pensé. Ainsi, cette découverte, fabuleuse découverte, d'un nouveau moyen de propulsion, d'une nouvelle puissance créatrice dans un vieux corps animal, a-t-elle des ramifications imprévisibles? C'est un début. Cette nouvelle vigueur, que va-t-elle faire? Je peux dire les obstacles qu'elle rencontre dans ce corps, et ces obstacles sont le plus sûr indice de ce qui sera la prochaine porte. Il y a un fait dont je ne cesse de m'étonner, jour après jour, et que le corps regarde avec une sorte d'ébahissement. C'est quelque chose comme un effroyable miracle, pourrais-je dire. Voilà 6 ans exactement que cette puissance nouvelle a commencé de prendre certains contours et à suivre certains sillons au milieu de mon bloc de fer résistant. Et depuis 6 ans, cette extraordinaire densité descendante n'a cessé de grandir en densité. C'est un écrasement fou, inimaginable et complètement déraisonnable, impensable. Mais le corps le vit ou survit en se demandant chaque jour comment ça va finir. C'est de la foudre, n'est-ce pas? Et le corps s'emplit quotidiennement, de plus en plus, comme une bombe. Chaque soir il se dit « c'est insupportable », mais il sait parfaitement que demain la dose sera encore plus forte. Si ce n'était pas fluide, comme l'a dit Sri Aurobindo, on éclaterait en 1000 morceaux, ou tout simplement comme une bulle de savon. Car qu'est-ce qu'un petit corps pour cette puissance-là? Mais c'est tout de même dur comme du diamant, et ça creuse. Dans quoi? Plus d'une fois je me suis dit, ce n'est peut-être pas la puissance qui grandit, mais plutôt l'obstacle ou la résistance qui grandit. Mais les deux doivent aller de pair. Plus ça résiste, plus ça pilonne ou écrase, comme le diamant du forêt dans un puits de sonde. C'est tout à fait inexorable et impérieux. Et pourtant, ça respecte les limites humaines du jour, pour les repousser un peu plus loin le lendemain. Il y a un obstacle sous les pieds, je l'ai dit, et cet obstacle semble aussi vaste que la terre. C'est cette matière contiguë ou en continuité. Or, ce petit tuyau corporel, ce conduit de l'autre puissance, n'est pas exactement rectiligne et ne s'enfonce pas seulement sous les pieds. Il s'enfonce partout à la fois dans le corps comme s'il devait traverser un labyrinthe de fer innombrable et qui semble de même nature que cette résistance terrestre ou subterrestre.
J'ai cru bon de tracer ou d'esquisser les grandes voies circulatoires de cette air dense qui s'enfonce jusqu'au bout des pieds, et j'ai bien vu que cela fonctionnait avec le support mécanique de nos vieux sacs pulmonaires, comme une double respiration. Mais ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout, comme un petit tuyau pneumatique qui s'emplit d'air comprimé, et comme un petit sac qui s'emplit d'oxygène. Ce n'est pas une respiration locale ou localisée dans une certaine cage thoracique. C'est une respiration totale. Et le tuyau, qui est la ligne principale de passage, se répand ou s'insuffle dans 1 million et 1 milliard de ramifications corporelles, autant qu'il y a de cellules, du bout de la tête au bout des pieds, où il va se cogner contre cette espèce de basalte fondamental. Mais le basalte est partout. Tout le corps est gonflé comme un bibendum ou comme une bombe par cette incroyable densité. Vigoureuse, impérieuse, sans trêve, mais il y a partout finalement cette coquille de fer contre laquelle la nouvelle respiration écrasante vient cogner. Et finalement aussi, si les organes s'adaptent à cette fantastique pression fluide, si le cœur, le cerveau, les cellules supportent l'écrasement, il y a une chose qui ne le supporte pas du tout, ou pas encore, c'est le squelette. Cette espèce de truc innombrablement articulé, avec des coudes partout, des tendons, des apophyses et que sais-je, est décidément contre cette fluidité écrasante. Il dit, moi, je suis fixe. Votre air nouveau est bon pour les méduses peut-être, mais pas pour les vertébrés. Alors la puissance grandit jour après jour. L'air nouveau devient de plus en plus dense à la mesure même de la résistance qu'il rencontre. Et qu'est-ce qu'il va se passer? Propulsion. C'est ce qui pousse en avant. Dans les canaux de sa vaste inondation, il se purifie et se vête de ses densités. Et ici, il brise en deux la colline matérielle. Rigveda 5, 52, 9. Chapitre 14. Les 3 éléments de l'évolution 2. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Je vis l'événement au jour le jour. Je le deviens. En fait, je peux le regarder autant dans les journaux du jour que dans mon corps, avec le même point d'interrogation. Car il n'y a qu'un corps terrestre, après tout, et quoi qu'en pensent nos petites limites. Et ce n'est pas tant le corps individuel et sa destinée future qui m'intéressent, que notre grand corps et la propulsion générale. Propulsion, il y a. Nous avons tendance, ou en tout cas j'ai tendance, à regarder le phénomène avec les yeux de Darwin. Ce n'est pas mal, mais nous n'avons plus ces millions d'années et de générations pour passer d'une carapace à une autre améliorée. C'est toute la carapace terrestre qui est en train de sauter. Et cependant, tout suit une loi. Mais ce n'est plus la vieille loi. C'est cela que je sais dans mon corps, et c'est cela que le grand corps terrestre est en train d'apprendre malgré lui. Il y a une loi nouvelle. Une loi qui ne fonctionne plus selon nos degrés centigrades, nos pressions atmosphériques et notre mécanique fracassante. Car tout ce que nous inventons selon nos lois est le produit d'un fracas qui en engendre un autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Nous guérissons une abomination par une autre abomination. Cette loi nouvelle, je ne saurais la mettre en équation, heureusement, pas plus que les poissons ne sauraient définir le milieu terrestre selon leur équation aquatique. Ils diraient simplement « on en meurt ». Ce que mon corps saurait dire simplement de cette loi nouvelle et de ce milieu nouveau se ramène à 2 mots. C'est l'anti-mort. Mais attention, elle est parfaitement mortelle pour tout ce qui veut mourir et tout ce qui vit de la mort. Nous vivons tous de la mort. C'est notre métier principal et c'est notre difficulté. Notre vie est la mort même. C'est très difficile de désapprendre ces millions d'années d'habitude. C'est très difficile d'apprendre une autre vie dans une vieille carapace qui est en train de se déglinguer de tous les côtés. La loi nouvelle, on ne peut l'apprendre que peu à peu. On est en train de nous l'apprendre très radicalement. On peut regarder d'abord ce petit corps individuel, puis la grande propulsion générale. Mais c'est la même chose qui se déroule.
Individuellement, le corps a cru entrevoir deux lignes de possibilités. Il a eu deux sortes d'expériences, mais il faut que l'expérience se répète des milliers de fois pour que le corps comprenne et adhère. Il est très lent. L'une concerne cette vieille charpente évolutive résistante, et l'autre cette respiration nouvelle. Les os, c'est ce qui résiste le plus, et c'est ce qui reste dans une boîte à la fin. Et puis ce squelette proteste beaucoup contre l'écrasement de cette densité descendante. Plus on l'écrase, plus il résiste. Et cette résistance même donne peut-être la clé de la difficulté. Elle forge la clé comme on est en train de forger la clé du monde. C'est dans l'obstacle que se trouve, ou se découvre, la solution. Toute résistance engendre une chaleur, c'est bien connu. Celle du monde est en train d'engendrer une singulière chaleur. Mais dans le corps individuel, c'est une chaleur bien étrange. De même que cet écrasement ne casse rien à la manière de nos marteaux-pilons, parce qu'il est fluide, tout en étant plus dur que du diamant. De même, cette chaleur ne brûle pas comme une fournaise, ni ne fait monter les degrés centigrades, tout en plongeant le corps dans une espèce de bouilloire tempéré et innombrable. Les anciens rishis de l'Inde connaissaient ce feu-là, et ils l'appelaient Agni. Simplement, le corps se sent bouillir et éclater sans éclater ni brûler, mais avec une sorte de fièvre inusitée et inconnue des thermomètres. C'est difficile, il faut bien le dire. Mais depuis longtemps, le corps a appris qu'il n'y a pas de loi du cerveau, ni de loi des cœurs, ni tout le Bataclan de nos lois physiologiques. Il sait. Et il sait qu'il doit bien y avoir une autre loi du squelette. Sri Aurobindo avait longtemps étudié le problème, et il note simplement qu'il y a un mécanisme plus subtil que celui de nos cyclotrons. Le processus subtil sera plus puissant que le processus matériel, si bien que l'action subtile d'Agni sera capable de faire des opérations qui, autrement, maintenant, nécessiteraient un changement physique tel une température accrue. Les atomes aussi peuvent changer d'organisation sous l'effet de ce feu, qui ne vous réduit pas en cendres, pas plus que cette respiration nouvelle ne vous asphyxie. Prométhée aussi voulait apporter le feu divin aux hommes, mais qui en veut? Pour changer les propriétés d'un corps, il suffit de changer l'organisation de ses composants atomiques. Notre science nous le dit. Mais tous les corps et toutes les formes terrestres sont constitués des mêmes composants. Il n'y a pas des milliers de corps, de poissons, de singes ou d'hommes, ni des milliers d'opérations différentes à recommencer sur chaque spécimen. Il y a un seul corps et une seule opération pareille. Il y a un seul instrument. C'est cette puissance ou cette énergie nouvelle qui est en train de propulser tout son petit monde. J'ai eu une seule expérience qui s'est répétée pendant plusieurs jours de suite, toujours pareille. Puis elle a disparu pour je ne sais quelle raison. C'était peut-être simplement pour montrer au corps. Tu vois, ça aussi c'est possible. Et il faut peut-être attendre que tout soit au point dans ce grand creuset terrestre. Au lieu de l'écrasement habituel sous l'effet de cette respiration dense et pilonnante, c'était comme si, pas comme si, la fluidité l'avait emporté sur le côté diamantin de l'opération. Une marée d'air dense, mais de l'air tout de même qui traversait, roulait le corps dans sa vague, le gonflait d'aise et de puissance, et encore, vraiment comme si les os étaient devenus une espèce de cartilage bouilli, sans résistance aucune, ou peut-être traversés par cette fluidité foudroyante et ondoyante, comme un mur illusoire dont il ne restait plus que le vide intra-atomique. Et tout était roulé d'aise dans la vague, comme une méduse peut-être. C'était d'un seul coup une nouvelle structure, qui n'avait pas besoin d'attendre les millénaires darwiniens et les lentes modifications de carapace d'une espèce à l'autre. Cette densité-là vous tenait tout seul debout, sans armature, par le seul pouvoir de sa densité, fluide. Rien n'est détruit et tout est changé. Mais ce qui est curieux, c'est que cette densité ou cette énergie est à la fois votre structure et votre respiration. Les deux grands ingrédients évolutifs réunis en un. Et peut-être trois ingrédients réunis en un. Car la quête première de toutes ces espèces, nous compris, est de se nourrir. Mais la vieille loi est formelle et automatique.
Celui qui mange sera mangé. Comme disait Mère, la nourriture contient son germe de mort. Or, il m'a montré, non pas dans l'expérience du corps, mais dans cette espèce de vision d'au-delà des tombes, celle qu'ont les yeux du corps quand il a un pied de ce côté-ci et un pied de l'autre côté, que cette respiration nouvelle est nourrissante. C'est un air nourrissant, les trois éléments de l'évolution de réunis. Mais si un seul des éléments de l'évolution 2 peut s'infiltrer, se faufiler à travers un premier animal de chair et d'os, cela veut dire que cela filtre à travers tous les animaux de la même substance. Tel est notre chaos et notre espoir. Et si cela filtre, cela veut dire la fin de nos artifices, car cette puissance-là créera tous ses moyens par le seul pouvoir de sa conscience. Un nouvel univers d'action et d'interaction. Évolution 2. Satprem.